À la fête d'anniversaire de mes parents, ma sœur a porté un toast pour les remercier d'avoir élevé un enfant unique. Ma mère a levé son verre et mon père a rayonné. Je me suis levée et j'ai dit quelque chose qui a stupéfié la table. Je n'avais pas voulu faire de scène. J'étais venue ici pour me racheter, pour prouver que je pouvais aller de l'avant et grandir. Le lieu de la fête était exactement ce qu'on attendrait d'un couple qui s'était disputé pour savoir si leur chien devait avoir un deuxième prénom. Élégant, propre et un peu fade en beige, où les serveurs chuchotaient et où la nourriture était plus regardée que mangée. Je suis arrivée 3 minutes en avance, mais je me sentais quand même en retard. Ma sœur attirait déjà l'attention, ses cheveux parfaitement coiffés, son maquillage photogénique, son air snob, comme si elle faisait campagne ou recrutait pour une nouvelle secte. Elle m'a accueilli d'un baiser aérien et d'un ton doux et méprisant, réservé aux grandes occasions et aux réunions officielles. « Tu es là », a-t-elle dit, comme si j'étais une simple connaissance de passage. Je lui ai souri en retour, mais son sourire était aussi aigre qu'un coupe-papier. Ma mère m'a serré dans ses bras, maladroitement, et mon père a hoché la tête comme s'il rencontrait un garagiste au rayon céréales. J'étais assise au bout de la table, près d'un ficus, en face du nouveau petit ami de ma cousine, qui s'était présenté 2 fois et avait encore mal prononcé mon nom. Mais je n'ai pas réagi. Pas de regard noir, pas d'irritabilité, pas de regard sur ma montre ni de scène. Je me suis dit que j'avais une raison de venir là-bas, que peut-être si je m'ouvrais cette fois, les choses changeraient. Pas parfaitement, mais au moins poliment et supportablement, car j'avais apporté quelque chose d'important, soigneusement préparé depuis des mois. L'enveloppe était encore dans ma poche, les bords mous à force de manipulations répétées. Ce n'était pas un simple chèque, mais un message doux et sincère qui disait « Quoi qu'il arrive, je veux te rencontrer ». Le dîner commença. La salle bourdonnait comme un vieux néon. Ma sœur me raconta une conférence à laquelle elle avait participé, et mes parents l'écoutèrent avec autant d'attention que si elle récitait la Constitution. Lorsque je lui fis part de mon nouveau projet de liberté, ma mère cligna des yeux et me demanda « Avez-vous une assurance maladie ?» Quand la soupe fut servie, je n'avais répondu qu'à 2 questions, aucune ne me concernant. Puis vinrent les toasts. Ma sœur se leva son verre et sourit avec une précision maîtrisée. « Je tiens à vous remercier tous d'être venus aujourd'hui pour célébrer vous deux qui m'avez élevée pour devenir la femme que je suis aujourd'hui, » dit-elle. Des applaudissements retentirent, et je répondis par des applaudissements, tel un phoque dressé. Puis elle poursuivit, se tournant vers mes parents, avec toute cette chaleur soigneusement orchestrée. « Je tiens à vous remercier d'avoir élevé l'enfant unique le plus merveilleux qu'on puisse espérer. » Personne ne riait, et j'attendais en silence, espérant que ma mère dirait « Oh, n'oublie pas ta sœur », ou que mon père tousserait d'une voix rauque, pour briser le silence. Mais non, ma mère leva son verre et mon père sourit comme sur une photo de Noël. Pas un seul regard ne me fut adressé. J'ai failli m'enflammer. Et la seule réponse fut de demander plus d'eau au serveur. Le bourdonnement dans mes oreilles s'est calmé. Pas de façon exagérée, pas comme dans un film, juste un silence étouffant, comme si j'avais accepté une blague dont tout le monde rit depuis des années. Je me suis levée sans m'apercevoir que je bougeais. J'ai sorti l'enveloppe et me suis dirigée vers le centre de la salle à manger. Pas de verre qui trinque, pas de préambule, juste une voix posée, posée. J'ai quelque chose à offrir à ceux qui m'ont élevée, ai-je dit. Mais il y a eu un malentendu. Tout le monde s'est agité, a regardé autour de lui. Le visage de ma sœur était impassible. Ma mère a ouvert la bouche comme pour dire quelque chose, mais n'a pas trouvé le ton juste. Je me suis tournée vers la table derrière moi, où ma tante et mon oncle étaient assis, comme des parents de seconde zone invités par pitié. Ils avaient l'air choqués. Sa main a tressailli brusquement, sa poitrine s'est soulevée. Mon oncle a semblé disparaître de la surface de la terre. Je leur ai tendu l'enveloppe, sans dramatisation, sans un mot, juste « c'est pour toi ». Puis je me suis rassis. Personne ne dit mot. Aucune assiette ne tintait, aucune chaise ne bougeait. Le silence était comme une bombe qui n'avait pas encore explosé. Ma sœur ouvrit les yeux comme pour se remettre les idées en place. Ma mère pencha la tête de cette façon familière qu'elle avait lorsqu'elle essayait de se convaincre. Elle avait été témoin d'une scène profondément embarrassante. L'expression de mon père était indéchiffrable, mais sa mâchoire était serrée. Ma tante et mon oncle regardèrent l'enveloppe comme si elle contenait un minuteur. Je n'ai rien dit de plus, et personne n'a posé de questions. Le dîner s'est déroulé dans une étrange tension,
comme un instant où tout l'air de la pièce avait été aspiré, laissant personne sans pouvoir respirer. Mais j'ai respiré pour la première fois depuis des années. Je respirais parce que je n'attendais plus rien. Ni la reconnaissance, ni la permission, ni être vu. Il n'avait élevé qu'un seul enfant. Alors je me suis donné à ceux qui pouvaient me voir. On dit que lorsqu'on vous montre qui on est, il faut le croire. Avant, je pensais que c'était juste un dicton sur les réseaux sociaux, à côté de photos de chambres minimalistes et de toast à l'avocat. Mais peut-être que Maya Angelou savait quelque chose que j'ignorais. Mes parents m'ont montré qui ils étaient quand j'ai été assez grande pour comprendre la différence entre l'enfant chéri et ce que je n'étais pas. Les signes étaient toujours là, subtils au début, comme la façon dont les pattes de ma sœur étaient accrochées au réfrigérateur tandis que les miennes étaient réutilisées comme liste de courses. Ou la façon dont mes parents applaudissaient quand ma sœur chantait faux dans la pièce de théâtre de l'école, alors que j'étais sans voix. Quand j'ai gagné le concours régional d'écriture, j'ai ramené le trophée à la maison. Je me souviens que mon père m'a regardé et m'a dit « L'orthographe, ce n'est pas un sport ». À 8 ans, j'ai demandé un vélo. Ma sœur en a eu un rose avec des pompons, un casque assorti et des petits trous. Moi, un long discours sur le fait que je devrais me contenter de mon vieux vélo. C'était celui de l'enfant de mon voisin, tout couvert de boue. Mais j'ai quand même essayé, pensant qu'en étant plus gentille, plus douce, plus serviable, il y aurait de la place pour moi. J'ai fait du babysitting, fait la vaisselle et eu que des A. Mais maman disait que c'était le strict minimum. Quand ma sœur a eu un B+ en histoire, il y avait un gâteau. Quand j'ai eu mon diplôme, mes parents ont oublié de réserver une table au restaurant. On a fini par manger du fast-food, car mon père disait que les frites étaient meilleures. Ma sœur avait une salle privée pour sa remise de diplôme, avec un diaporama, un discours et un cadeau à son nom. C'était comme si elle donnait une conférence TED, sans obtenir son diplôme. Je n'ai pas abandonné. Je me suis dit que je n'en avais pas besoin. J'ai juste hoché la tête. J'ai continué à vivre comme une mini-moi. Et ils l'ont vu en premier. Ils n'ont pas fait d'histoire. Ils ne se sont pas fait passer pour des sauveurs. Mais ils étaient là, discrets et importants. Ils me gardaient quand mes parents avaient besoin d'une pause. Je me souviens de la première fois où ils sont venus me chercher à 5 ans. Ma mère m'a donné comme une boîte à lunch, m'a dit de ne pas veiller trop tard parce que j'étais difficile. Ils ne me prenaient pas pour une nuisance. Ils préparaient du popcorn, me montraient des films. Quand j'ai pleuré parce que j'avais peur du livre sans fin, elle m'a pris la main et m'a dit « Je fais juste semblant d'avoir peur, ma chérie ». La fois où j'ai renversé du jus d'orange sur le tapis blanc et pleuré parce que ma famille me grondait pour une chose aussi futile. Elle a juste essuyé avec une serviette et m'a dit « C'est le bordel. Tu es bien plus précieuse que ça ». Quand j'étais malade à l'université et que je n'avais pas les moyens de me payer des médicaments contre le rhume, mon oncle a fait 2 heures de route pour m'apporter de la soupe et des pastilles contre la toux. Mon père m'a juste envoyé un emoji pouce levé, sans rien dire, comme le lui avait suggéré ma mère. J'ai essayé la tisane quand j'ai décroché mon premier emploi et j'avais peur de ne pas y arriver. Elle m'envoyait des emails tous les jours pour me remonter le moral. Mes parents étaient là pour les anniversaires et les urgences, mais ils étaient aussi très critiques. Quand je suis sortie d'une relation toxique et que je n'avais plus d'endroit où aller, ils ont fait le ménage dans le salon. Ma mère m'a conseillé de faire plus d'efforts pour conserver le travail de mes rêves. Je le leur ai dit à l'avance, car je savais comment ça se passerait, j'en avais assez de me rétracter. J'ai essayé d'expliquer à ma mère les dégâts causés par le fait de vivre dans l'ombre de ma sœur. Elle a ricané et m'a dit que j'étais trop susceptible. Au moins, on ne t'a pas gâté. Elle avait raison. Ils ne m'ont pas gâté, mais ma tante et mon oncle, oui. Ils m'ont vu, entendu et m'ont laissé vivre sans avoir à prouver quoi que ce soit. Et dans notre famille, c'était révolutionnaire. Quelques semaines avant la fête, j'étais assis à la table de la cuisine, buvant un café, et je me suis rendu compte que je m'y sentais plus chez moi qu'à la maison. Mon oncle m'a raconté une petite anecdote, il avait déclenché l'alarme incendie en préparant des crêpes. Ma tante le fusilla du regard, mais ne put retenir son sourire. Il m'aimait sans que je change. J'ai dit en plaisantant à moitié. J'aurais aimé être ton enfant. Elle m'a regardé et m'a dit. Tu fais déjà partie de la famille. Ces mots m'ont marqué. En entrant dans la soirée, je n'avais aucune intention de dire quoi que ce soit, ni de faire quoi que ce soit. Même si l'enveloppe était encore dans ma poche, j'espérais encore que mes parents me feraient une surprise. Mais ils m'ont gentiment ignoré, publiquement.
Pour la première fois, j'ai accepté cela. Je n'étais pas mis à l'écart par manque d'effort, mais parce qu'il ne voulait pas regarder. J'ai détourné le regard et j'ai trouvé ce que je cherchais. L'enveloppe n'était pas ouverte. Le lendemain matin, j'ai reçu un SMS d'elle, juste un point d'interrogation. J'ai attendu et rappelé. Il ne l'avait pas ouverte. J'ai dit oui. Il a hésité et m'a demandé si je devais le faire. J'ai dit qu'il n'était jamais allé trop loin. Ils ont ouvert l'enveloppe ensemble, juste le bruit du papier qui volait et le silence. Pas de soupir, pas d'acclamation, juste un silence qui m'a soulagé. J'ai transféré 50 000 $ sur leur compte joint. Sans condition, sans détail, sans artifice. Juste un simple merci pour leur gentillesse, sans rien demander en retour. Elle a dit, tremblante, on ne mérite pas ça. J'ai dit. Tu étais là, tu m'as aimé, tu m'as vu. Ça suffit. Il a dit. Tu ne sais pas ce que ça signifie pour nous. J'ai dit, je sais. C'est pour ça que je l'ai fait. Je pensais que ça s'arrêterait là. Une fin nette, un acte simple, enveloppé de paix. Mais non. Ma famille ne fonctionne pas comme ça. Au bout de 5 heures, mon téléphone s'allume. Le premier appel est de ma mère. Je ne réponds pas. Le deuxième appel laisse un message vocal. Je l'écoute sur haut-parleur en pliant le linge. Tu en as assez fait. C'est une farce. Ce n'est pas drôle. Rappelle-moi. Le troisième appel est de ma sœur. Je ne réponds pas non plus. Un SMS arrive, me demandant si l'argent est réel. Pourquoi l'as-tu donné à ton oncle et ta tante? Ils ne t'ont pas élevé? Tu es trop. Tu nous humilies. Je n'ai pas répondu, car je riais, un fou rire tandis que l'absurdité s'effondrait sous son propre poids. Au bout d'un moment, papa s'est joint à moi. D'habitude, il n'envoyait pas de SMS. Il pensait que les longs messages avec des émojis étaient une intrigue politique. Mais la situation était particulière. Papa a envoyé un texto. Il faut qu'on se parle en face à face, pas par SMS. Ce qui signifiait qu'il ne savait pas encore comment l'expliquer, mais qu'il avait besoin de temps. Puis est arrivée la phase de regroupement. Mes parents se sont renfermés sur eux-mêmes, ont essayé de contrôler la conversation et ont mobilisé la famille comme pour une campagne politique. Je ne les avais pas vus depuis longtemps et j'ai reçu des messages de 2 proches. L'un m'a demandé si j'allais bien, car il avait entendu dire que quelque chose n'allait pas, l'autre m'a demandé ce que j'avais dit à Lorna, comment s'appelait-elle. Ma mère était très inquiète. La famille s'est mobilisée, je suis devenue instable, incontrôlable, en quête d'attention. Mais je n'ai pas répliqué. Je n'ai pas expliqué, je n'ai pas discuté. Je les ai laissés gérer leur silence. Puis un jour, ils sont entrés sans prévenir, dans l'après-midi. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé ma mère en chemisier repassé et parée de perles, mon père debout là, comme s'il allait m'inviter à voir le grill. Je n'ai rien dit, je me suis juste appuyée contre l'encadrement de la porte. Je veux entrer, dit-elle. Non. Maman cligna des yeux, et papa regarda par-dessus moi vers le salon, comme s'il cherchait un secret caché dans un oreiller. Tu ne veux pas parler? Je vous vois trinquer à votre enfant unique sans me prêter attention. Maman Sapira. C'était juste une blague. Personne n'a ri. On ne le pensait pas, hein? Je croisai les bras. Tu n'as rien dit de la soirée. Papa esi redressa. Alors tu nous surprends. Quelle ironie que quelqu'un qui a été effacé fasse ça. Papa dit. $50. Sarah, tu vas vraiment nous donner ça? Oui. Mais je les donne à ceux qui t'ont élevé. Je ne répondis pas, car c'était la vérité. La voix de maman était tendue. Cet argent pourrait nous aider à prendre une retraite anticipée, à rembourser le prêt auto et à soigner la maladie de ton père. Je sais. C'est pour ça que j'économise. Papa aimait regard sans ciller. Alors pourquoi as-tu changé? J'ai souri, pas d'un air amical. Elle a levé son verre à ta santé d'enfant unique. Maman a évité le contact visuel. Papa Sarah les McQuars. Alors c'est une vengeance. Non, c'est une reconnaissance. Je remercie ceux qui la méritent. Tu gâches ta famille. Tu as choisi une nouvelle famille. Ils sont partis sans un grand bruit, aussi silencieusement qu'une lourde porte qui se ferme. Ma sœur a continué ses attaques, publiant sur les réseaux sociaux des statuts vagues et émotionnellement manipulateurs avec des photos du mariage de mes parents, avec la légende suivante. Certaines personnes ne viennent que lorsqu'elles ont besoin de l'attention. La vraie famille est là,
discrètement. Je n'ai pas répondu, et je n'en avais pas besoin. Le lendemain, ma tante a appelé, gênée. Elles avaient des SMS et des appels de ma mère et de ma sœur, qui essayaient de me forcer. Je n'étais pas manipulée. J'ai simplement dit que je détestais ça. Mais elles ne voulaient pas être mêlées à la dispute. Je ne suis pas mêlée à ça. Je suis toujours là pour toi. Ma tante est restée silencieuse, puis a dit, on n'a pas ouvert l'enveloppe. On n'avait pas besoin de l'argent. Tu peux le prendre, c'est un cadeau, ai-je dit. Je dois le faire. Je ne peux pas revenir en arrière et arranger ça, mais je peux te remercier comme il se doit. Elle a sangloté. J'ai souri, même si elle ne pouvait pas me voir. Je croyais être seule hier soir. Assise sur la véranda, un verre de vin dans mon verre, je contemplais les étoiles. Je ne me sens ni triomphante ni fière, mais en paix, comme si j'étais au bon endroit. Les conséquences ne sont pas encore terminées, mais je n'ai plus peur, car quand la poussière retombera, ils seront toujours là. Eux, qui n'ont pas besoin de preuves, qui n'ont pas besoin de se mettre en avant, savaient qui j'étais quand je me cherchais encore, et maintenant ils savent ce qu'ils représentent pour moi. Je pensais que le silence serait la fin, comme après une tempête, tout est étrangement calme, comme terminé. Du moins, je suis resté assis tranquillement, espérant que ma famille accepterait cette perte, se réfugierait dans sa bulle froide. Mais ce n'est pas ainsi qu'il fonctionne. Le silence n'est pas synonyme de paix, c'est un piège. Un appel de mon cousin Théo, avec qui je n'avais pas eu de nouvelles depuis longtemps, a réveillé la tempête. Il ne se souvenait pas des anniversaires et n'utilisait pas beaucoup Facebook. Alors quand son nom est apparu, je n'ai pas répondu. Le message vocal. Ta mère m'a parlé de l'argent. Surveille tes réseaux sociaux. Je suis allé sur Facebook et j'ai vu le long message vague de ma mère, avec des citations spirituelles, de fausses morales, de l'humilité, une attaque préventive, la faisant passer pour une personne souffrante. Mon nom n'était pas mentionné, mais tout le monde était au courant. Cela fait mal aux parents que leurs enfants soient trompés par un imposteur, a-t-elle déclaré. La famille n'est pas une question d'argent, c'est une question de loyauté. Nous avons fait de notre mieux, pourquoi devrions-nous être punis? Des commentaires sous la publication provenaient d'amis de l'Église, d'anciens voisins et de connaissances, qui disaient que j'étais indigne, que grâce à la bonne éducation de mes parents, j'oubliais qu'ils les avaient élevés quand ils étaient jeunes. Un jour, ils le regretteront. J'ai failli rire, mais mes mains tremblaient. Puis ma tante m'a appelé nerveusement, me disant qu'elle avait reçu un courriel anonyme contenant des captures d'écran d'anciens messages que j'avais envoyés. Je m'en plaignais, lassée d'être dérangée, en manque d'espace. Je n'avais jamais été infidèle, juste humaine quand j'étais fatiguée. L'expéditeur était ma sœur, laissant une trace révélatrice. Elle était honnête et cela me donnait confiance, différente des autres. Je suis allée chez ma tante et mon oncle, la boîte de biscuits à la main, le cœur lourd. Je suis désolée. Pour tout ce qui t'a fait douter de moi. Elle n'a pas dit grand-chose, elle m'a juste tenu la main. Il a fait du café. Pas de grands mots, juste de la présence. C'était ça, le véritable amour. Pas besoin de le prouver. Je savais qu'il était temps d'arrêter d'essayer de réparer un bateau qui n'était jamais assez bien, d'arrêter de l'appeler famille juste à cause du sang. J'ai écrit une lettre, sans colère, sans reproche, juste pour fixer les limites. Je demandais à ne plus être contacté, sans passer par d'autres personnes, sans déformer l'histoire, sans espérer de réconciliation. J'ai envoyé la lettre par la poste pour que personne ne puisse dire que je ne l'avais pas reçue. Une semaine plus tard, ma mère m'a appelé d'un numéro inconnu. J'ai laissé le téléphone en attente. Elle pleurait et était en colère, disant que j'avais brisé la famille, brisé le cœur de mon père. Je me suis dit, oui, je suis fière. Ils ont continué à faire pression sur ma tante et mon oncle pour qu'ils rendent l'argent, envoyant des lettres officielles, insinuant qu'ils étaient manipulés et disant que j'étais instable. J'ai proposé de payer les frais juridiques, mais mon oncle a dit qu'il n'accepterait pas d'argent de la famille, mais qu'il accepterait des cadeaux. Cet hiver-là, je suis restée chez ma tante et mon oncle, juste tous les trois. Sans attente, sans histoire. Nous avons cuisiné ensemble, joué au ça.